Bonjour, bonjour OCF, bonjour OCF, bonjour artistes, créateurs de bonheur. Vous êtes artistes, créateurs de bonheur tous les jours. On le voit tous les jours dans vos OCF. On l'a vu hier soir, la preuve, sur la piste de danse, avec paillettes, plumes, rubans. Vous étiez créateurs, artistes de bonheur. On le voit à chaque rencontre nationale. Puis je dois vous dire que ce mois-ci, moi, ça fait 18 ans que je travaille pour la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. Merci. J'ai atteint ma majorité. Ça fait que j'ai le droit de boire maintenant. J'ai le droit de boire sa job, j'ai 18 ans. Bon. Dans une rencontre nationale, on vit intensément. On fait ici des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Des gens qu'on écoute, des gens qu'on découvre, des gens qui nous touchent, des gens qui nous mettent en question puis qu'on aime ça. Si faire partie du mouvement communautaire famille, c'est tellement important pour moi, c'est à cause des femmes, des hommes, vous. C'est à cause de vous que je rencontre jour à jour. Puis parmi tous vous, il y a un homme qui, dès les premiers instants de notre rencontre, il a fait que j'ai eu le goût de tendre l'oreille. Il a fait, vous vous souvenez, une ouverture mémorable il y a quelques années dans une rencontre nationale. Il a été des nôtres depuis le tout début du projet Agora. Il est professeur en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est chercheur au CEDEF. Il est un des coachs qui a guidé notre équipe d'animation. Il a tendu l'oreille, il a posé son regard. Il a engagé tout ce qu'il était à être une caisse de résonance à notre parcours des dernières années. Il est signataire du rapport d'évaluation. On a voulu l'inviter à prendre parole, prendre présence ici pour cette dernière journée de la rencontre nationale 2016. Je vous demande d'accueillir Jean-Pierre Gagné. D'abord, une respiration. Voilà. Très, très content d'être là avec vous autres ce matin. J'ai beaucoup pensé à vous. Il n'y a pas d'autre façon de se préparer que de penser à vous. Et ce n'était pas difficile de penser à vous parce que je suis quelque part de vous. Et c'est de ce lieu-là dont je veux parler. Ce que je vais aborder avec vous autres ce matin dans une heure, j'ai choisi de prendre un angle au début où je vais vous parler de valeurs importantes à mes yeux concernant les enfants. Puis je vais vous parler un peu de ma trajectoire à travers ça, puis de récits, de situations que j'ai le goût de vous raconter, qui font que pour moi, la famille, ça fait partie quasiment de la moelle épinière de ce qui me constitue depuis 40 ans maintenant dans le réseau. 40 ans. Vous allez avoir des petites bribes d'histoire autour de ça. Puis dans un deuxième temps, je vais vous parler vraiment de ce que je considère comme quelque chose d'absolument crucial dans notre monde d'aujourd'hui, qui s'appelle l'entre-parent. Puis la place aux parents pour influencer l'offre qu'on leur fait chaque fois qu'on s'approche d'eux. Et je pense que les OCF, on est plus que jamais nécessaires dans un monde qui échappe des fils qu'on ne devrait pas échapper. Alors, ce que je vais faire, c'est que, si vous me faites confiance, vous allez faire avec moi un voyage qui va aller de l'enfance vers l'entre-parent, vers ce qui va s'appeler aussi toute l'influence qu'on a sur le développement et la transformation sociale. Alors, c'est parti. J'ai pris cette image-là sur le site fondateur de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Cette photo-là m'a parlé profondément. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, parce que quand je vous parle ce matin, il y a toutes sortes de lieux d'où je vous parle. On pourrait regarder ce qu'il y a là. Je parle comme fils, qui a une histoire particulière de fils comme tout le monde, avec une histoire de famille qui a été très déterminante sur mon positionnement à l'égard des enfants et des familles tout au long de ma vie. Ce à quoi je crois aujourd'hui, j'étais déjà les deux pieds dedans à 18 ans puis à 19 ans, puis c'est resté tout le long. Puis c'est aussi fort qu'au premier jour, puis c'est aussi légitime qu'au premier jour, puis c'est aussi menacé qu'au premier jour.
Je vous parle aussi comme frère, parce que je suis frère avec des sœurs qui ont dû vivre ce que c'est qu'un frère comme moi. Et puis, je vous parle aussi à d'autres niveaux. Je vous parle comme père, parce que je suis père aussi. Je vous parle comme grand-père, je vous parle comme éducateur. Alors, faites le voyage. On ne peut pas parler que d'un lieu professionnel. On transporte avec toi les espaces de vie personnels qui viennent nourrir et colorer le rôle. Quand je pense aux tout-petits, je suis fasciné par les tout-petits. Un peu comme mon collègue et ami Carl, on est fasciné par les tout-petits depuis très longtemps. Et quand je pense au développement des tout-petits, le mot qui me vient, c'est le mot dialogue. D'un gazouillis répondu par un gazouillis, d'un geste répondu par un geste, des premiers mots répondus par les premiers mots. Vous savez que les enfants, c'est fascinant, parce que quand ils apprennent à parler, ils disent à des gens importants pour eux des choses que tout le monde connaît. Chaise, chat, grand-papa, tout le monde connaît ça. Ils disent donc à des gens importants des choses que tout le monde connaît. Et puis, c'est à coup d'admiration puis de fascination qu'on nourrit ce goût de parler là. Puis c'est à coup de dialogue qu'on nourrit le goût de parler aussi. Alors, quelque part, quand je regarde ce tout petit-là qui entre dans le monde, regardez l'intensité du regard, lui il est prêt pour la vie, il n'y a pas de question là-dessus. Mais dans quelles conditions doivent être les gens qui vont l'accueillir? Dans quel soutien doivent-ils être pour être au rendez-vous du lien, au rendez-vous de la stimulation, au rendez-vous de la patience? Je pense que les OCF, on est des souteneurs et des activeurs d'un dialogue qui nourrit le développement. Le développement d'un enfant, ça se fait pas à pas, au quotidien, pouce par pouce, dans des petits gestes, dans des petites choses. Ça se fait le jour, ça se fait la nuit, ça se fait tout le temps. Ça se fait à travers une expression faciale, un sentiment. Je jouais avec un tout petit récemment, il était à la table chez moi, les gens avaient amené un tout petit, il était dans sa chaise haute en face de moi, puis j'ai commencé à faire un dialogue avec lui, non verbal. Je faisais des gros yeux en baissant la tête, puis je le relevais comme ça. Le petit, il me regardait. Je refaisais mes gros yeux, il me regardait. Et puis à un moment donné, je le regarde, puis il me fait des gros yeux comme ça. Et là, ça veut dire que le dialogue était parti. Et avec cet enfant-là, je pouvais jaser sans qu'il ait le langage. Mais il avait le langage, sans avoir le langage des mots. Et dès qu'on est en position de sensibilité à l'enfant, dialoguer, c'est apprendre de lui, puis c'est se mettre au rendez-vous du lien. Mais pour ça, il faut des conditions. Regardez celle-là. Regardez encore les yeux, puis la main de cet enfant-là. Les enfants regardent le visage des grands comme on regarde le ciel pour savoir la météo. Et dans le visage des grands, ce que les enfants regardent, c'est la météo de leur sécurité, puis la météo de leur importance pour l'autre, pour celui qui est là. C'est dans ces rencontres-là de regards, de mains tendues, de gestes, de jeux partagés, que se crée le sentiment que je vaux quelque chose, que se crée le plaisir d'apprendre, que se crée ce on va appeler aussi le langage dans la tête, comment on se parle à nous dans notre tête. Chaque enfant, chaque adulte, et vous et moi, vous vous parlez dans votre tête pendant que je vous parle. Possiblement. Une chance qu'il n'y a pas d'écran cathodique, parce que j'aurais de la misère à lire tout ce qui se passe. Chaque personne apprend à se parler dans sa tête à travers comment on lui parle et le traite. Il y a des gens qui sont intransigeants pour eux. Il y a des gens qui se bluffent sur leurs valeurs personnelles. Il y a des gens qui se parlent avec tendresse et avec générosité. Comment on apprend à se parler dans sa tête? C'est comment on apprend à être un bon parent pour soi-même, un bon collègue pour soi-même, dans sa tête puis dans sa vie. Chaque fois qu'on soutient un parent, on soutient tous ceux que ce parent-là soutienne et on soutient une estime de soi qui est attachée en réseau, des plus petits aux plus grands. Je vous conte une histoire, je vais m'asseoir. Je viens d'une famille de 4 enfants. Mon père a fait une maladie très sérieuse. Je vous la conte parce que ça a rapport avec les OCF, vous allez voir ça. Nos choix ont des racines. Alors, ça a rapport avec les OCF parce que quand j'étais petit, mon père a fait un cancer du cerveau, il est opéré. On s'est ramassé une maman avec 4 enfants entre 6 ans et 2 ans et un père à l'hôpital. Qui, quand il revient, on ne le reconnaît pas.
il y a des bandages, il y a de l'agressivité parce que c'est des aires du cerveau qui sont touchent le contrôle des émotions. On ne le reconnaît pas, lui, si tendre, si joueur, il devient comme rigide, intransigeant. Alors, quelque part, c'est une période difficile. Mais je vous amène avec moi. Parce que j'ai 5 ans, 6 ans, et puis je sais où demeure ma grand-maman, mon grand-papa. Ma grand-mère et mon grand-père, ils restent à la même rue que chez nous. C'est pas compliqué, là. Tu sors de la maison chez nous, tu marches à gauche, tu marches. Tout d'un coup, tu arrives à une petite maison, avec des petites cabanes d'oiseaux, avec une petite porte, puis 2 petits grands-parents. C'est les miens. Je vous amène chez mes grands-parents. Quand c'est trop dur à la maison, je m'en vais à la maison de la famille, qui est la maison de mes grands-parents. Comment je fais ça? Je ne cogne pas, c'est mes grands-parents. J'ouvre la porte d'entrée, je rentre en courant dans la maison, puis je crie « C'est moi ». Et je m'en vais retrouver ma grand-mère qui est dans la petite pièce du fond. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du petit point, elle tricote, puis elle écoute ses vieux disques de Félix Leclerc et de Gilles Vigneault. C'est toujours la même scène. Je rentre, je suis toujours en culotte courte, pressé, joufflu, parce que j'étais gourmand. Je m'assois en face d'elle sur son vieux divan, un divan qui pique. Je me mets toujours les mains en dessous des cuisses, ça pique, cette pétante-là. Elle voit juste les semelles de bottines de même, puis je suis assis là, puis je la regarde me regarder, puis elle me regarde la regarder, puis on est là-dedans. Puis elle me regarde par-dessus ses lunettes. Je me demande à quoi ça sert, ces maudites barniques-là. Puis elle écoute sa musique, et puis je la regarde faire. Et elle a tout compris. Elle connaît l'accueil des OCF sans être un OCF. Elle va m'accueillir sans intrusion, sans questionnement au-delà de ce que j'ai le goût de raconter, sans me ramener dans le difficile de ma maison, puis c'est pourtant sa fille qui est ma mère. Elle ne fait pas d'intrusion. Elle m'accueille comme enfant là où je suis, ce avec quoi j'arrive. Et savez-vous ce que j'attends, moi? J'attends le moment magique. Le moment magique où elle va me dire « Tu prendrais bien un petit quelque chose. » Ça arrive toujours. Et quand j'y réponds timidement oui, mais ça dit oui en dedans gros de même, mais je dis un petit oui poli, elle part, puis elle revient, avec son petit verre, carreau, pic, trèfle de moutarde, dans lequel elle a mis du 7-Up, puis elle me donne une petite boule de bois avec une petite pelle dans laquelle je peux prendre mes peanuts moi-même avec la pelle. Alors, je suis assis devant ma grand-mère, je prends mes peanuts dans mon trésor de peanuts avec mon petit verre de 7-Up. Et puis, ça dure le temps que ça dure. Et puis, elle ne sait pas tout le bien qu'elle me fait. Parce qu'elle est un flotteur dans ma vie pendant qu'on prend l'eau ailleurs. Ça va? C'est ça, une maison aussi, de la famille, pour certaines familles, dans certains moments de transition. On est là pour toutes les familles, mais il y a des moments où les maisons de la famille sont des flotteurs, deviennent l'autre maison, où l'accueil est là, où les sensibilités sont là, où on ne sera pas forcé de parler ou faire des choses, on va pouvoir contribuer. Puis quand on dit bonsoir, on dit bonsoir. Alors quand c'est fini, je me lève, je me dis, je m'en vais, puis je reprends par le même chemin, puis je retourne chez nous. C'est ma première expérience d'une maison de la famille. Deuxième expérience est de l'autre côté. C'est comme le négatif de la photo. Je vous dis, ça fait des années, en 1973, j'étais sur le marché du travail, puis j'étais éducateur dans des centres de réadaptation pour des enfants placés. Pour des enfants qui ont passé tout droit à l'adoption, ceux qui sont habillés, je ne sais pas comment dimanche, mais ce n'est pas eux qui ont été choisis, puis qui vont être en institution jusqu'à 18 ans. Ceux dont les familles dysfonctionnaient pour une raison X ou Y, mais c'est eux autres qui sont placés. Ce n'est pas le parent qui a dysfonctionné. Puis moi, j'étais avec des groupes d'enfants. J'ai des tout-petits de 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui couchent dans des petits lits comme ça. Puis moi, je suis éducateur dans le dortoir. Puis j'ai 18 ans. Puis c'est ma première job. Puis je vais payer mes études en faisant ça. Puis je vais faire ça tous les matins, je vais aller faire les levées. Tous les midis, je vais aller faire les dîners. Les soirs, je vais jouer au hockey, je vais faire les devoirs, je vais leur conter une histoire, je vais leur souhaiter bon dodo. Mais ces tout petits-là, là, ils m'ont appris, on va dire, par la force du manque, que ce qu'ils réclamaient dans leur cœur chaque nuit et chaque matin, c'est d'avoir une famille. Et ces enfants-là, je leur dois, même aujourd'hui, 40 ans plus tard,
d'être avec vous aujourd'hui, puis de dire avec vous, quand il y en a une famille, on ne fera pas comme si elle n'est pas là, baptême. Au nom de tous ces enfants-là, on va être auprès des leurs, dans leur plus grand désir, leur plus grand rêve. Et ce que les enfants m'ont dit le plus souvent dans ma vie d'éducateur, c'est deux choses. La première, c'est « regarde-moi ». Dans un groupe qui se partageait l'attention d'un adulte, « regarde-moi », je l'ai entendu souvent. La deuxième chose que j'ai entendue le plus souvent, c'est « es-tu là demain matin » ? La prévisibilité, les routines, la sécurité. Qui va être là demain pour moi? Ça va? Donc, pour moi, le travail d'éducateur, c'est quelque chose qui était mon premier terrain de formation, mais dans l'absence des familles, dans le manque. Mais un manque tellement criant des familles que ces enfants ne pensaient qu'à elles et que je ne pensais qu'à elles. Et si vous aviez été avec moi assis dans un escalier tournant, assis avec un tout petit qui s'ennuie de sa maman, puis c'est le dimanche, là, puis qui veut y écrire une lettre, mais qui ne peut pas écrire, puis que c'est moi, le duc, qui s'assoit avec lui, là, puis qu'on y écrit une lettre, puis que c'est l'enfant qui me dit la lettre, là, mais vous auriez ça gravé dans le cœur pour le restant de vos jours. C'est clair? C'est clair. Parce que quand on écrit la lettre, c'est comme si, ce parent-là, là, on est comme juste placé entre les deux. Puis je pense qu'intervenir, c'est venir entre. Mais là, tu n'es pas vraiment entre les deux. Tu es vraiment entre les deux. Et tu vois, ce tout petit-là, que quelle que soit l'histoire du parent, quelles que soient les ressources du parent, quels que soient les problèmes du parent, cet enfant-là, il est connecté à sa famille. Il est connecté là. Alors, je suis devenu un éducateur, puis après ça, je suis devenu un psy qui prenait l'auto puis qui allait travailler à domicile dans les maisons, puis qui ne voulait pas travailler avec l'enfant pris individuellement, puis dans 2 ans, voir son petit frère, puis dans 3 ans, sa petite sœur, en laissant les parents sur la route ou dans la salle d'attente. Vous suivez ça? C'est un positionnement. Je ne suis pas en train d'enlever la valeur à ceux qui font un travail individuel. Je suis en train de dire que c'est en complément. Mais moi, mon choix, il était clair dès le départ, puis je le dois à ces enfants-là qui ont été mes premiers enseignants de l'importance de la famille. Et si on faisait 6 mois de progression avec les enfants, il suffisait d'un coup de téléphone d'un parent qui appelle, qui promet quelque chose et qui ne tient pas sa promesse pour qu'on recommence notre travail au départ. Ça vous nomme l'importance du lien. Je ne vais pas vous convaincre qu'on est de la même famille. Maintenant, une autre histoire. Je suis grand-père, 5 petits-enfants, entre 5 et 0. Alors, je suis un partenaire de jeu. Et comme j'aime jouer depuis ma propre enfance, je joue plus maintenant qu'enfant. Parce que quand une famille est en grande turbulence, on devient responsable assez tôt, merci. Alors, j'ai réappris à jouer avec le temps et avec la vie. Je vous conte une histoire fascinante sur le thème de la transformation. Alors, je me ramasse, l'été passé, sur le terrain où il y a mon petit-fils qui s'appelle Liam, 3 ans, avec un de ses amis, 3 ans aussi. 2 petits pits de 3 ans, puis un petit pit de 18 mois qui marche un petit peu, titube, se tient près des affaires, il est grouillant. Et je vais vous conter mon histoire, parce que c'est une belle histoire. C'est peut-être mon histoire de jeu d'enfant qui m'a le plus marqué cette année, parmi tous les jeux que j'ai faits. Imaginez-vous que j'ai été prisonnier de 2 enfants de 3 ans. Ils ont fait de moi leur prisonnier. Alors, il y en a un qui s'est amené, il a dit, « Tu vas être notre prisonnier. » Il parle les 2 petits pits, pas à peu près. J'ai dit, « Comment je fais ça? » Ils se sont regardés, il faut se consulter. Ils m'ont fait asseoir à terre, dans le gazon. Il y en a un qui a arraché du gazon en terre, il m'a mis ça sur la tête. Il m'a dit, « Ça, quand tu as ça, tu ne peux plus bouger. » Le grand-père est assis à terre, le gazon sur la tête, et le jeu est parti. Maintenant, ça s'appelle « Mon défi, c'est d'entrer dans le jeu, de me prêter au jeu. » Les enfants sont extraordinaires. C'est des metteurs en scène, des acteurs, ils sont fantastiques. Alors, comment commence le jeu? Il y en a un qui dit « J'ai une idée. » Lui, c'est jamais une bonne nouvelle quand il dit ça. Il part en courant, il revient avec une corde. Son chum, il sautille tellement qu'il est content. Et il décide de m'attacher
Avez-vous déjà vu 2 enfants de 3 ans faire des nœuds? Ils ont essayé tant qu'ils ont pu, jusqu'à temps que le même enfant dise « J'ai une idée ». Moi, je suis toujours prisonnier tranquille de mes 2 geôliers. Et là, il part en courant, il passe à travers la haie qu'il y a dans la cour, on l'attend. Il revient, moi je suis pris avec l'autre qui me garde, là, tu sais, mais il me garde, tu sais, il me garde. Il revient à travers la haie avec une petite fille de 5 ans. La force du travail d'équipe, hein? Une petite fille de 5 ans qui est très contente de montrer qu'elle sait faire des nœuds. Les 2, ils ont mis la corde, la petite a mes nœuds, clac, ils m'ont barré là. Ils sont contents. Et là, il se passe le moment magique où ils sont devenus vraiment des gardiens de prisonniers. Leur voix commence à changer. Ils prennent de l'assurance. Ils tombent costauds. J'ai assis à terre, j'ai 2 petits pits de 3 ans qui sont devant moi puis qui prennent des grosses voix. Puis qui disent « On te libère, tu partiras jamais. » Alors moi, je joue le jeu puis je dis « Ben, ouais, mais si je veux manger un gâteau au chocolat, les 2 s'approchent avec leurs grosses voix puis ils me regardent. Ils sont convaincus qu'ils sont menaçants. Puis ils me disent « Plus jamais. » On jurait qu'ils ont pratiqué. Et là, le jeu est parti, parce que là, j'essaie toutes sortes d'affaires. Oui, mais si je veux revoir ma femme, plus jamais. Puis si je veux faire un tour de bicycle, plus jamais. Et là, vous avez un des 2 typites qui, lui, il apprend des phrases d'adultes par cœur, puis qui essaie de les péter à la galerie avec ça. Par exemple, si quelqu'un arrive à la maison, il peut aussi bien dire à la personne « Ça va la job? » Et comme il y a un effet bœuf à chaque fois, il en apprend de temps en temps. Sa phrase du moment, c'était « Ça fait mon affaire. » Fait que quand les 2 m'ont dit « Plus jamais », le petit a ajouté « Puis ça fait mon affaire. » Et ce qui est fascinant, c'est que pendant que j'ai le gazon, je finis mon histoire, pendant que je suis le gazon comme ça, le père du petit bonhomme arrive pour chercher son fils. Le grand-père gardien, il a l'air un petit peu pas en contrôle. Alors que je suis en plein contrôle. Parce que dans le jeu partagé, on a moins besoin de la télécommande pour contrôler les enfants. Alors, je suis en plein contrôle. Je suis dans l'activité, moi, là. Alors, je m'enlève un peu de gazon. Je parle un peu avec le monsieur, puis je dis aux enfants, il va bien falloir rentrer, ça va être le temps de dîner. Bien, ils sortent du jeu comme ils sont rentrés dans le jeu. Puis personne n'est mal à l'aise avec le fait que le prisonnier leur prépare un grilled cheese. Dans le monde d'aujourd'hui, plus que jamais, mais plus que jamais, tous nos mouvements de balancier nourrissent les alternatives sans le souhaiter. Je reprends ça. Plus notre système se déplace vers des pratiques très cadrées, très contrôlées. Je travaille beaucoup dans le système public, là. Je suis formateur depuis 30 ans dans le système public. Je connais la game. Puis je ne blâme pas les intervenants. Ils sont dans des contraintes comme vous êtes dans des contraintes. Vous suivez ça? Alors, quand je pense à ce qui se passe dans le grand système public, je me dis, il y a des tendances dans les soins et les services qui sont très fortes. Je vais vous en compter une, par exemple. Plus nos structures de services sont grosses, par exemple, le CIUS à Trois-Rivières, après CIUS, ça va être ciel, hein, je ne vois pas l'autre terme. Le CIUS à Trois-Rivières, c'est 17 000 employés. 17 000 employés. Donc, plus on grossit une structure, plus on génère de l'instabilité dans les visages de ceux qui s'occupent des gens. Parce qu'il y a une mobilité entre les postes, puis parce que les gens se bombent d'un poste à l'autre, puis parce qu'on fusionne un établissement avec un autre, ça fait que c'est comme si l'intervenant, dans notre système, il n'y avait pas de visage.
En autant qu'il rend le service, ce n'est pas la relation qu'on veut, c'est des attitudes qui vont être le service. Fait que quand tu es hospitalisé, moi qui l'ai été pas mal les dernières années, il n'y a pas l'air de ça, là, mais quand j'ai été hospitalisé des longues périodes, la première chose que j'avais, c'est juste le temps d'apprendre le nom du prénom de l'infirmière, tu sais. Bonjour, c'est Ginette, je vais être votre infirmière ce matin. Là, moi, je pique un sang, je me réveille. Bonjour, c'est Denis, je vais être avec vous après-midi. Bon, je me réveille. Bonjour, c'est Brigitte, je suis là pour la nuit. Puis le lendemain, c'est pas les mêmes. Je ne les blâme pas. Mais qui vont devenir mes relations où il va y avoir assez de présence, de constance, de régularité pour que je le bâtisse, mon lien? Bien, c'est le préposé, puis c'est mes compagnons de chambre. Les compagnons de chambre, c'est les grands ignorés de la littérature, comme l'entre-parent. Comme l'entre-parent. Moi, j'ai eu des liens extraordinaires avec les compagnons de chambre pendant que je suis hospitalisé. On va vous en compter un. Je suis hospitalisé quelque part à un moment donné, pendant, je ne sais pas moi, 1 mois. Le monsieur à côté de moi, pendant 1 semaine, c'est un monsieur haïtien qui m'impressionne. Il est gigantesque, je me dis, je ne sais pas comment il rentre dans son lit, il doit être plié. Il est costaud, il a l'air d'un patriarche, d'un chef de village. Il est très impressionnant. Et il est hospitalisé à côté de moi, et on a le rideau comme ça, puis à tout moment, on a des jases, de village à village. Ça devient un compagnon d'aventure, un compagnon de route, comme un parent qui rencontre un autre parent, qui se fait des amis. Bien, moi, je jase avec lui. Puis lui, bien, il est là 1 semaine. C'est bien plus longtemps que le contact que j'ai eu avec des gens qui changent tout le temps, puis je ne les blâme pas. Et à un moment donné, je le vois dans une interaction avec une infirmière, puis je ne blâme pas les infirmières, je vous dis juste, je discute là. Je le vois dans une interaction parce qu'il est en train de dire à l'infirmière, « Écoutez-moi, madame. » Puis il lui dit ça avec énormément de dignité. « Écoutez-moi, madame, ça fait 3 années consécutives que je suis hospitalisé, et d'une année à l'autre, vous avez plus de pilules qu'avant. Le nombre de comprimés augmente. Alors moi, à l'heure qu'il est, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez discuter pilule avec moi, ça sera demain. Moi, j'en ai assez eu pour aujourd'hui. » Et il se tait. Elle part, elle revient avec une autre. L'écart entre ce qui est écrit et ce qui se passe. Elle revient pour le convaincre du bien fondé de prendre tout ça, et lui garde son argument noble, digne et très respectueux, et lui dit, « J'ai fini pour aujourd'hui. C'est assez. Repartez, nous discuterons de tout ça demain matin. » Ça va? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des choses qu'on apprend de nos compagnons de route qui ne peuvent pas toujours venir des intervenants. Parce que ça nous valide d'un lieu où ils passent dans une expérience qui est proche de la nôtre, sinon la nôtre. Mais vous, dans le communautaire, vous n'êtes pas tant à l'écart de ceux. Vous n'êtes pas dans cet écart-là. Vous êtes plus dans la complicité, la proximité et la sensibilité. Et ça, c'est très, très précieux. Mais plus on se donne une spécialisation dans un univers, puis une spécialisation qui est utile, plus il y a des risques que des écarts se créent. Et que la parole de l'autre ne devienne pas suffisamment lourde pour nous enseigner le chemin qu'on doit prendre pour offrir quelque chose d'ajusté. Donc, il y a une tendance qui serait celle-là. L'autre tendance qui est très, très forte, c'est on attribue les problèmes aux individus, aux personnes. C'est tel enfant qui a un problème, c'est tel parent qui a un problème, c'est tel adolescent qui a un problème. On individualise les problèmes. Très souvent, on médicalise le problème par-dessus. Puis prenez des nuances, parce qu'il y en a qui en ont besoin. Là, mais... Et troisième élément, c'est qu'on fait de la prescription. Je n'ai jamais vu un monde de prescription aussi fort que maintenant. Il n'y a pas juste les pharmaciens qui prescrivent. Tout le monde dit à l'autre quoi faire, qui dit à l'autre quoi faire, qui dit à l'autre quoi faire. Il y a des gens qui ne peuvent plus penser leur travail, il faut qu'ils exécutent ce que l'autre leur dit de faire, qui dit de faire, qui dit que... Vous voyez ça, là? On devient une armée de prescripteurs qui prescrit aux prescripteurs des prescriptions. Puis qui sont les gens d'évaluer quand on tombe dans un univers de prescription? Ceux qui donnent des services de proximité. Les gens dans une résidence. La personne dans un foyer de groupe. Les accompagnateurs de parents vont recevoir des consignes. Ça va? Donc, dans un monde de la prescription,
on génère quelque chose qui est dangereux, c'est-à-dire de faire taire le savoir et la parole de ceux qui vivent les choses. Et tout le mouvement des OCF, depuis plusieurs années, c'est de nous donner nous-mêmes une parole plus forte en documentant nos pratiques, puis de continuer un projet collectif avec plein de partenaires, ici et à l'étranger, pour que la parole des parents, puis l'expérience des parents, ça soit ça qui guide. Ça soit ça qui guide le sens et la façon de faire les choses. Parce que les parents dans notre monde, là, père et mère, ils cherchent à s'adapter sous les regards. Il y a tellement de normes, il y a tellement de règles, on les attend partout sur la norme. Ça va? Puis en plus, l'information, il y en a-tu d'après vous? Ce qui nous manque souvent, c'est la connaissance pour gérer la quantité d'informations, puis c'est des lieux pour en parler avec d'autres, pour l'intégrer et la mettre dans notre quotidien. C'est ça qui nous manque. Parce que l'information, il y en a tant que tu veux, de partout. Mais tu fais quoi avec tout ça? Tout le monde a un avis sur tout. Une chose et son contraire et en même temps. Et surtout, plein de monde avec une norme où on attend le parent et qui devrait, lui, savoir, avoir compris. Combien de monde commence une émission à télévision en vous disant « faut comprendre ». Moi, je viens les poils droits de même sur les bras. Tu ne vas pas me ligoter, toi ici, comme les petits de 3 ans, en me disant d'abord ce qu'il faut que je comprenne avant même que tu aies parlé. Je n'ai pas échappé mon cerveau en ouvrant TV. Laisse-moi comprendre. Dis-moi pas « faut comprendre ». Parce que « faut comprendre », ça veut dire « comprends ce que je comprends ». Et conforme-toi à ce que je comprends. Et si tu ne comprends pas ce que je comprends, il y a un problème avec ce que tu comprends. Si ce n'est pas avec toi-même. Donc, les parents s'adaptent sous des regards sociaux importants. Et plus les parents sont dans des situations de détresse sociale, des situations de pauvreté, plus ils sont à risque de recevoir des jugements, des regards qui ne sont pas justes à leur regard. Les Amérindiens disaient, « Si tu veux, avant de juger un Indien, traverse donc la vallée dans ses mocassins. » Si tu faisais le bout de vie que les gens ont fait, si tu faisais le parcours avec eux, le jugement tomberait, puis il te resterait à t'approcher, à écouter, puis à admirer les adaptations dans le difficile. Parce que moi, je pense qu'il faut regarder les situations des parents, dans le beau comme dans le difficile, comme on regarde un beau paysage. Quand quelque chose qui est assez admiratif pour que la confiance soit nourrie, puis pour que ça permette d'enjamber les expériences d'exclusion puis de honte qui sont vécues un peu partout à travers des trajectoires de vie. Et les OCF et les maisons de la famille sont des espaces pour renourrir ce qu'on va appeler la dignité du risque, par-dessus des expériences, des fois, pour certains, qui ont été des expériences où on a appris à se taire, à ne plus oser, à attendre d'abord si on est en sécurité, puis si on ne se fait pas trop brasser. Puis à se demander si on est à la bonne place. Puis quand les gens reviennent chez vous, c'est parce qu'ils ont trouvé une place, puis qu'ils ont cherché une place, puis qu'ils se sentent chez eux. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument crucial. Puis dans les OCF, on fait grimace de temps en temps, parce que comme on est enligné sur des valeurs, puis sur des pratiques collaboratives, ça arrive qu'on réagit à toutes sortes d'affaires. Puis c'est pas mauvais qu'on réagisse. Mais l'affaire, c'est qu'on ne peut pas juste réagir en dénonçant, puis en tournant le dos. Il faut réagir en articulant c'est ça qu'on est en train de faire, en articulant les raisons pour lesquelles c'est comme ça qu'on fait les choses, en travaillant pour que la reconnaissance arrive comme elle doit arriver, puis on est encore en grand défi de reconnaissance, comme les parents le sont aussi. Et il y a quelque chose d'injuste, parce que dans notre monde actuel, ce qu'on a besoin, c'est de préserver une diversité. Qu'il y en ait des services spécialisés, bravo, ça n'en prend. Mais on peut-tu reconnaître à sa juste valeur tout ce qui est de la culture de l'accompagnement de proximité, tout ce qui est de l'ordre des milieux de vie, tout ce qui est de l'ordre de ce que vous offrez. Bien, cette lutte-là, on ne la lâchera pas, on la fait ensemble, puis on va continuer. Puis laissez-moi vous dire que cette lutte-là qu'on mène pour votre propre connaissance, pour la vôtre, puis pour ce que vous faites avec les familles, il y a plusieurs acteurs sociaux qui l'amènent actuellement de différents lieux, puis qui sont en train de s'allier davantage. Puis en plus, il y a une génération montante, puis il y a des jeunes parents qui poussent. Puis ces jeunes parents-là, comme Carl le dirait dans l'enquête, ils ont le sentiment d'être compétents.
puis ils veulent être traités comme des êtres compétents. Et puis ils vont aussi pousser les systèmes à se transformer dans leur rapport où ça ne pourra pas se faire sans les parents et sans l'enfant. Moi, c'est encore un rêve. Mais ça fait 40 ans que je piétine là-dedans, puis je suis encore aussi motivé. Mais ce que je sais, c'est qu'il commence à avoir des alliances qui vont finir par avoir le poids qu'on souhaiterait que ces alliances puissent avoir. Mais ça prend un poids fort pour faire du contrepoids. Et ça prend un poids organisé, à la fois de passion, d'engagement, mais aussi stratégique. Pourquoi on est des acteurs de transformation sociale? Je dis nous, j'ose un nous là. Vous et nous. Pour plusieurs raisons. J'en ai mis 4 là. Hein? Une qui est là, la première, c'est parce qu'on a une histoire de transformation sociale, on a une histoire d'engagement dans la transformation sociale. Du premier jour où des familles se sont regroupées dans une cuisine ou dans un lieu pour essayer de faciliter des accès dans leur communauté, pour essayer de s'allier avec d'autres familles, pour se donner des services qui n'étaient pas là dans le milieu ou pas accessibles, du premier jour, les OCF sont des acteurs de transformation sociale et portent déjà des valeurs. Et si on peut regarder si loin aujourd'hui, c'est parce qu'on est assis chacun sur les épaules de gens qui nous ont précédés. Puis qu'ils ont ouvert ces chemins-là, puis à qui on doit beaucoup. Les pionnières du communautaire autonome famille, les pionniers de ça. On leur doit énormément, on leur doit le même respect qu'on doit à des aînés actuellement, à qui on manque souvent, je dirais, de respect par rapport à leur contribution. De la même façon, on a des valeurs, on a des pratiques qui sont collaboratives. On arrive à rejoindre des familles, des milieux, dans des environnements où les gens nous posent souvent la question, mais comment vous faites pour les rejoindre? Hein? Bien, c'est à grand coup d'amour, de lien et de patience. Ce n'est pas à grand coup de questionnaire. Deuxième des choses, on a dans les maisons des familles des enfants qui sont en plein développement, qui viennent apprendre, qui viennent jouer. Des enfants qui peuvent vivre le cadeau de voir leurs parents se faire un ami. Vous avez idée ce que c'est dans la vie, ça? Vous avez idée ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand il voit son parent être bien avec d'autres adultes? Vous avez idée de l'effet que ça envoie en termes de réassurance sur le contexte social, sur les liens sociaux, sur la place de l'étranger comme une opportunité et non pas comme une menace? Et puis, en plus, on a des mères, des pères et des familles qui se rencontrent puis qui sont les premiers éducateurs. Puis ça, je vous le dis, vous le dites entre vous, je fais juste radoter. Ça me fait plaisir de vous le dire. Puis il va falloir qu'on le dise, puis fort, puis partout. Puis on a continué à le faire, puis on va continuer à le faire chaque fois qu'on est dans des lieux pour le faire. Puis enfin, on est des organismes qui sont enracinés dans des milieux, enracinés dans des communautés, qui sont suffisamment proches des communautés pour prendre la couleur suffisante de ces communautés-là. Moi, j'ai travaillé sur la Côte-Nord pendant 8 ans. J'étais à Sept-Îles et à Bécomo. Savez-vous comment je me suis intégré comme psy? Un psy à Bécomo, personne n'a besoin de ça. Je me suis intégré parce que j'étais un gros sportif, moi, dans le temps. Alors, j'étais un joueur de balle convoité. OK? Un joueur de balle convoité, pour entrer dans un petit milieu, c'est génial. Pourquoi? Parce que le lanceur travaille à l'R&R, le catcheur, c'est un avocat, le premier but est policier. Vois-tu? Puis l'agent d'assurance travaille au 3e but. Puis moi, je suis à l'arrêt court. Fait que quand je fais circuler la balle, là, c'est un maudit bel effet de réseau. Parce que ces effets-là, on les avait parce qu'on se connaissait visage à visage, personne à personne, pas poste à poste. J'ai écrit sur un papier aujourd'hui le nouveau poste d'un gars qui travaille dans mon CIUS de 17 000 employés. Son titre prend 3 lignes. Juste le dire, il faut qu'il convoque une demi-journée de travail. Puis en plus, son titre, là, c'est... Et ça finit 0-100 ans. On se calme l'expertise. Ça, c'est des mots de parents. Vous allez voir, je les ai mélangés. Vous en avez plein la tête, plein le cœur toute la journée. Moi, j'en ai dans ma tête que je porte tout le temps, mais je vous en envoie quelques-uns. C'est des parents qui parlent. Ici, les parents peuvent se connaître.
Les petits viennent s'amuser, c'est plus grand que chez nous. Il y a de l'espace. Les voisins vont faire un signalement si les cris recommencent. Les enfants m'épuisent. Moi, ils me viennent à bout. Il fait par exprès, le petit bâtins. Il me cherche. Puis il ressemble à son père, le bâtins. Il paraît que je suis trop collé à lui. Ils m'ont dit ça. Je suis trop collé à lui. C'est vrai qu'il ne grouille pas bien, bien. Ça a l'air que c'est parce que je suis trop collé à lui. Et je les amène ici, c'est pour qu'ils ne se battent pas tout le temps. Ici, ils font des activités, ils font d'autres choses. Tu ne sais pas, dernière nouvelle? Mon chum va venir à l'atelier des pères. Et puis, un parent qui dit, on montre à nos enfants qu'on les aime. C'est notre maison. Puis si on leur montre qu'on les aime, bien, ils apprennent à aimer, à avoir moins peur. Moi, les enfants, comme éducateur, là, ils pensaient tellement que l'amour, ce n'était pas pour eux autres. Là. Que si on leur donnait une marque d'affection ou d'appréciation, ils détruisaient ce qu'ils venaient de faire, puis ils remettaient la distance qui protège. Il fallait développer le plus fort lien faible possible pour ne pas leur faire peur. Puis pour leur faire qu'ils ne brûlent pas dans le feu de la menace d'abandon, ou de la menace de l'envahissement, ou de la menace du rejet une fois de plus. Ça va? Pensez au petit pit, là, habillé le dimanche, là, que les gens viennent pour l'adoption, puis ce n'est pas lui qui prenne, puis qu'il va changer après, puis qu'il faut qu'il fasse sa semaine. Moi, je ne les ai jamais oubliés. Je les ai encore dans le cœur. Puis, je leur dois ça, d'avoir la chance aujourd'hui de vous parler comme ça. Ça vous va? Ça me fait un plaisir immense. Je voudrais voir ce qu'ils sont devenus. Moi qui me sentais des fois si inutile, si impuissant, à séparer des batailles de cornflakes mous. Parce que quand ils sont 15 enfants de 8 ans là, à chercher de l'attention, là, bien, ils sont en compétition entre eux pour pas beaucoup d'air. Fait que j'en ai séparé des batailles de cornflakes mous. Puis je me suis senti impuissant. Mais la seule chose que j'ai réussi à faire, la seule que j'ai réussi à faire, c'est à les garder qualifiés. C'est la seule chose que j'ai réussi à faire. Si je n'arrivais pas à changer le comportement, je me disais toujours bien, il ne m'a pas piétiné la petite fleur qui est là devant moi. En étant dur avec lui, comme la vie est déjà dure avec lui. Fait que mon impuissance, là, so what? Il va se rappeler, quelque part, que peut-être quelqu'un avait dans sa patience un regard aimant. S'il se rappelle bien que de ça, c'est une porte ouverte pour ceux qui vont suivre après moi, qui vont peut-être avoir quelque chose à offrir aussi. Et chaque geste que vous faites s'inscrit dans une chaîne où vous n'êtes ni le premier ni le dernier, ni pour ce parent-là, ni pour cet enfant-là. Vous êtes dans une chaîne où chaque fois qu'on offre, on prépare le terrain pour ceux qui vont venir aussi offrir après. On est des ouvreurs de portes et de fenêtres, mais on n'est pas juste des ouvreurs de portes et de fenêtres. J'ai une histoire de porte et de fenêtre, je ne rentrerai pas dedans. Là. J'ai une interaction avec mon vendeur de porte, là, si je vous comptais ça, on en a pour une semaine. Maintenant, comment vous faites ça? Comment on fait ça dans notre communautaire? On propose des lieux d'accueil et de participation. Les gens ne sont pas confinés dans le rôle exclusivement d'être aidés ou de venir participer à des activités. Les voilà en possibilité de retourner quelque chose à la communauté, de faire communauté, de contribuer, de participer aux décisions. Si on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans le communautaire autonome famille. Parce qu'on resocialise, on refait communauté. Donc, c'est un lieu de participation, c'est un lieu de décision, mais c'est un lieu d'accueil. Et moi qui ai travaillé avec les tout-petits, je vous dis, chaque fois qu'on se sent bien accueilli, et chaque fois qu'on prend plaisir à se sentir chez soi, c'est comme si on était choisi. Assez important pour valoir la peine que quelqu'un nous attende, nous salue dans l'entrée, nous dise qu'ils sont contents qu'on vienne d'arriver, viennent nous aider à accueillir les enfants, desserrent un foulard. Bien, pour moi, ces petits gestes-là, puis ces grands gestes-là, pour moi, ça fait toute partie d'un même ensemble. Ce n'est pas à nous à évaluer la grandeur de nos gestes. C'est à ceux qui les reçoivent. C'est à ceux qui les vivent. Ce n'est pas à nous de dire « j'ai fait un grand geste ». Quand tu es patient et tu es alité,
Des fois, ce n'est pas le plus grand spécialiste qui t'a fait le plus grand bien cette journée-là. Des fois, c'est quelqu'un qui a ajusté le star parce que tu avais la lumière en face. Puis il est le seul qui l'a vu. Puis il est le seul qui a pensé que d'où tu es placé, puis avec les tubes que tu as là, ce n'est pas toi qui vas aller ajuster ton star. Ça va-tu? Bien, peut-être que ce geste-là, qui est un geste ajusté, parce que branché à une sensibilité, à ceux pour qui on est là, c'est peut-être les plus grands gestes. Qui sait? Après ça, s'intéresser aux soucis quotidiens, aux centres d'intérêt et aux rêves des parents. Je suis sûr que Carl vous en a bien parlé à l'ouverture. On a une complicité sûrement là-dessus, mais moi, je trouve que c'est crucial. S'intéresser aux rêves. Quand je soutiens des intervenants en supervision, puis ils allaient travailler à domicile, j'ai fait beaucoup de formations, j'étais informateur, quand ils revenaient me voir, là, puis ils se mettaient à parler du difficile d'une famille parce qu'elle allait à domicile, je leur disais, tu m'as parlé de 3 choses que tu trouves que ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, tu étais en choc culturel, mon grand, hein? Bien, tu vas retourner, parce que je veux entendre 3 choses admirables qui se passent dans cette famille-là. Elle dit, ben là, je ne vois pas. Tu retournes. Tu retournes. Parce que s'il n'y a pas des choses que tu peux admirer, s'il n'y a pas de ressources que tu peux arroser, encourager, bien, c'est comme une rivière, il n'y a pas de pont pour la traverser. Va trouver les forces. Retrouve quelque chose à admirer, à soutenir, à encourager, pour que le regard que tu as puisse amener l'autre aussi à avoir un regard sur lui-même et sur les enfants, et sur ses propres enfants. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus mal à un parent que le sentiment de se vivre soi-même comme n'y arrivant pas. Les enfants nous tiennent tous à cœur. Personne n'aime se vivre dans un sentiment d'incompétence. Puis quand on réussit à faire pivoter un peu le regard, à travers le regard qu'on porte sur le parent, aux parents entre eux, puis aux parents vers l'enfant, ce pivotement-là de regard, c'est fantastiquement une transformation sociale. Et je vous dirais même sur plus d'une génération. Attention, hein, sur plus d'une génération. Après ça, on dit, apprécier les capacités des enfants, des mères, j'étais là-dedans. Valoriser les parents à travers les avancées de leurs enfants et leur rencontre avec les autres parents, j'en ai parlé tantôt. Puis, se relier aux partenaires de la communauté, contribuer avec eux à un monde meilleur pour les enfants puis les parents. Je pense que c'est le projet dans lequel on est tous. Puis, des fois, on rencontre. Moi, je suis arrivé au projet Agora, je vous dis, moi, ça faisait, je ne sais pas moi, ça devait faire 5 ou 6 ans que j'avais de la misère à faire mes années de travail à cause de problèmes de santé. Puis là, quand le projet Agora a commencé, puis que là, je suis allé rencontrer Carl, Marlene, Bing Bang, je suis embarqué. Bien, une fois que j'étais embarqué dans le projet, là, je n'ai plus capable d'arrêter. Pourquoi? Parce que je retrouvais là quelque chose que je porte dans mon cœur depuis toujours et fais à ma façon dans tous les lieux où je suis. Ça va? Que je sois dans un contexte ou dans l'autre. Donc, quelque part, je ne suis pas plus fin que vous autres. Je dis juste qu'on est porteur de valeurs et d'actions, puis que c'est un engagement social. Puis la contribution sociale, elle se fait à travers valeurs, engagement et solidarité sociale. Elle se fait comme ça. Une société, de toute façon, elle se transforme qu'on s'en occupe ou pas. La démographie change, les générations changent, la technologie change. Occupez-vous-en ou occupez-vous-en pas, la transformation sociale, elle se fait. Mais on est des acteurs de l'intérieur de ça. Puis ce qu'on défend, à mon sens, c'est plus que crucial, c'est l'essentiel. Mais ça ne disqualifie pas ce qui peut se faire par ailleurs en complément. Voilà. Donc, j'ai parlé de tout ça, moi. C'est pas pour rien les communautés de pratique, on a fait ça à Agora, parce que la communauté de pratique, c'est la forme ronde du communautaire, c'est notable aujourd'hui. Ça allait comme de soi. Qu'on travaille ensemble à avoir une intelligence à plusieurs, une sensibilité à plusieurs, c'est-à-dire faire communauté autant dans nos modèles d'apprentissage que dans nos modèles de formation, que dans nos modèles de mise en lien des intervenants, mais c'est aussi le modèle de la table de cuisine. Ça va? Je vois plein d'histoires dans ma tête, mais je m'arrête parce que je vais être sûr de faire mon affaire. L'entre-parent, pour moi, c'est absolument, absolument crucial. Chaque fois qu'un parent se rend dans un lieu qui n'est pas le sien, il y a déjà un pas dans l'action. Il manifeste déjà ce que j'appelle un courage, qui mérite un accueil à la force de ce courage-là. Quand les gens arrivent dans un lieu, ils regardent, est-ce que je vais trouver ma place là? Est-ce que je suis tombé dans un lieu qui est pour moi? Puis,
est-ce que ça peut faire une différence? Dans des préoccupations et des soucis bien concrets que j'ai. Je discutais avec des infirmières récemment, la question qui se font poser tout le temps, dans notre monde magnifique et merveilleux, c'est toujours, es-tu normal? C'est-tu normal? J'ai-tu raison de... Puis la réponse est toujours à l'extérieur du parent. Ça prend toujours un tiers pour dire « Oui, madame ». Parce qu'on est dans un monde qu'on appelle le monde de l'expert. L'expert du tapis, de la poutine, de la roulotte, du tuyau. Mais tu ne peux pas parler si tu ne dis pas « l'expert va vous dire ». Bien, c'est fou. Parce qu'Edgar Morin dirait, moi c'est un philosophe, anthropologue, ce que vous voudrez, on ne peut pas le classer tellement il fait toutes sortes d'affaires, mais Edgar Morin dirait « Toute connaissance génère sa part d'ignorance ». Oh! Ce n'est pas un proverbe chinois. Ça veut dire que quelque part, pendant qu'on dit à grands cris, socialement, on sait, l'expert sait, demandez à l'expert, écoutez l'expert, ne bougez pas avant que l'expert dise son avis, on fait taire la sensibilité, le bon sens, le pouvoir de s'en parler à plusieurs, puis d'apprendre entre nous. C'est-à-dire qu'à force de prétendre que le savoir est extérieur, on fait taire le savoir du dedans. Il y a une menace. Il y a une menace. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas d'experts. Je vous dis juste qu'il y a un jeu d'équilibre. Et je pense que l'expertise fait taire autant qu'elle nourrit, si on ne fait pas attention. Mais ceux qu'elle fait taire, le problème, c'est que c'est ceux pour qui on est là. Léger détail. Très léger détail. Mais ça avance. Puis il y a tout l'aspect du partenariat. De tout angle, de tous les côtés. Vous savez comme moi, la Fédé, nos partenaires des communautés, l'enquête Initiative Perspective Parents qui apporte quelque chose, qui vient donner du poids. 15 000 parents, c'est quand même pas rien, là. C'est pas toi autour d'un TVD1, là. On est 15 000, OK? Il y a l'élan collectif d'Agora, une poussée. Il y a le mouvement pour l'engagement paternel. Je salue Raymond, là. Raymond qui, à la fois, est un engagé, Raymond Villeneuve, engagé dans le soutien, engagé dans la formation, puis une espèce de stratège de par où passer aussi pour influencer ce qu'on va appeler le niveau politique. Et ça, pour moi, c'est crucial parce qu'il faut agir à tous ces niveaux-là. Du lieu de l'engagement de proximité jusqu'au lieu de la stratégie pour s'allier là où les déplacements de poids peuvent faire une différence ultimement. Puis c'est pas parce que la reconnaissance qu'on mérite, on ne l'a pas toute là, qu'on va arrêter de pousser là. Mais dès qu'il va y avoir un bon vent, faites-vous-en pas, nos voiles sont déjà placées. Hein? C'est ça qu'on place. Puis il y a ce qu'on va appeler le partage et la diffusion de nos pratiques. Mettre des choses à l'écrit, mettre des choses sur Facebook, sur Internet, faire connaître ce qu'on fait davantage. C'est commencé depuis un bon bout, mais vous voyez qu'on a de plus en plus de moyens pour le faire dans une qualité telle qu'on rejoint plus large. Puis des fois, il y a des choses qui circulent, c'est une petite capsule de 2 minutes, c'est plus vu qu'une conférence d'1 heure. Tu sais. Alors, quelque part, ça circule. Puis il y a tous nos nouveaux partenariats d'ici puis d'ailleurs. Puis pour moi, là, j'amène ici la dimension de l'international. L'international, il est déjà dans les maisons de la famille depuis longtemps. Il est là juste du fait que les gens viennent. Bon, l'international est là parce que les gens viennent. Puis quand ils viennent, ils représentent une communauté. Moi, je me suis réveillé un matin, puis savez-vous ce que je voyais? J'étais en train de déjeuner, puis le cadeau que j'avais, je voyais Amel chanter hier soir. Avec ses foulards, puis la langue, et puis les mouvements. Et puis je me disais, fantastique! Cette diversité-là, elle est dans nos maisons. Mais la diversité est déjà là dans les trajectoires de vie. On n'a pas besoin de venir du bout du monde pour être différent et apporter. L'altérité, elle est dans l'autre. Mais en plus, quand il y a ces univers-là, fantastique, hein? Alors, l'international, il est dans les familles parce que les gens y sont. Puis parce qu'on s'équipe progressivement aussi à composer avec cette diversité-là, en étant attentif à des règles, à des croyances, à des façons de faire, parce qu'on apprend. Parce qu'on apprend. Puis on a des alliances. Ah, j'ai pensé à Apprenti d'Auteuil, j'ai pensé à notre copain qui était déguisé hier d'une façon, je dis,
J'avais l'impression d'être assis à côté d'un stroboscope. C'est la lumière me faisait changer de couleur juste à manger à côté de lui. Mais quelque part, cet effet de stroboscope-là, là, je pense qu'il est très important. Parce que moi, là, quand j'ai commencé avec ma première photo ce matin, puis je vous ai mis un enfant assis au pied d'un arbre, là, puis que je suis allé la chercher sur le site d'Apprenti d'Auteuil, là, c'est parce qu'Apprenti d'Auteuil, il y a un lien avec des maisons, puis avec des centres de réadaptation, puis avec tout un travail qui se fait avec des jeunes dans le milieu de plein de contextes. Puis il y a un lien avec les maisons de famille, puis il y a un lien avec nous. Puis ça nous nourrit probablement autant que ça peut être important pour eux qu'on soit frères et sœurs de ça, de ces développements-là. Mais pour moi, ça devient des frères de projet. Puis à l'international, on a ces frères et ces sœurs de projet-là. Puis quelque part, ça nous fait une place, mais en même temps, on apprend. Puis en plus, à l'international, on est là, hein? On est là sur le plan artistique. Puis on est là d'une façon où on se démarque. Parce que la question qu'on se fait demander le plus quand elles sont en tournée, les triplettes, c'est « Baptême, d'où qu'elles viennent? » Parce qu'ils se demandent si c'est une espèce qui a été produite sur la Terre ou, je sais pas, ou un croisement génétique particulier pour produire tant de cheveux colorés. Je reviens avec mon titre. L'effet papillon. Je vais être dans le temps, c'est génial. L'effet papillon. L'effet papillon, je vous lis juste quelque chose là. Ce n'est pas pour rien que j'ai donné ce titre-là. Un petit changement des conditions initiales dans un système. C'est sérieux l'affaire, c'est la vraie définition, hein? Un petit changement des conditions initiales conduit à un tel changement de l'évolution ultérieure du système que les prédictions à long terme deviennent complètement vaines. Je vous le relis, puis je fais un commentaire. OK? C'est là qu'on est. On est au cœur à la fois de la présence naturelle et des milieux de vie, mais on est aussi dans la prévention à tour de bras, par notre façon d'être là, puis en même temps, on est dans la réponse à des situations, à des besoins que les parents vivent tout de suite. On est là tout de suite, on est là en amont, ça va, en prévention. Alors, je le relis. Un petit changement des conditions initiales conduit à un tel changement de l'évolution ultérieure du système que les prédictions à long terme deviennent complètement vaines. Chaque matin, je me lève pour déjouer les prédictions. C'est ça ma vie. C'est de me dire à matin, on peut-tu faire une différence qui, tel un battement d'aile de papillon, on ne sait pas l'effet de ça, mais pourra générer d'autres différences. C'est ça le sens de la vie, c'est de déjouer les prédictions. Ce n'est pas parce qu'un parent a vécu ça qu'il est condamné à répéter ça. Puis ce n'est pas parce qu'il a souffert de ça qu'il doit faire souffrir de ça. Bien, tous les jours, on se lève et on dit, on peut-tu faire une différence? Puis on peut-tu la faire à plusieurs? Puis on peut-tu ne pas avoir des regards où les gens sont condamnés avant d'avoir été suffisamment soutenus? On peut-tu faire ça comme société? Le jugement, il est tellement rapide, il est tellement facile, mais l'accompagnement est tellement long, patient, puis des fois impuissant. So what? Pour moi, le plus important, c'est la préservation de la reconnaissance de l'intention du parent, du soutien au comment être, comment faire, puis le reste, c'est une affaire de solidarité humaine. Puis les parents sont comme moi dans la même espèce humaine. Je vais vous conter une petite anecdote avant de finir. La semaine passée, j'étais en train de préparer cette conférence-là. Vous comptez ça, je ne pensais même pas ça dans la conférence. Je le mets parce qu'il me reste le temps de le faire. Je m'en vais je suis à l'université, je travaille sur ma conférence, puis je bouge mes battants, mes images. Tu sais. On vient fou, hein? Je me dis ça, je dis tout ça avant ça, ça après ça. Ça non, ça ne va plus là. Mon intro, je la mets au début. Mon début, je le mets à la fin. J'étais en train de capoter. Je me suis dit, il m'allait me reposer la tête. Regardez bien l'histoire, ça n'a pas d'allure la vie. J'ai dit, aller me reposer la tête. Fait que je me dis, je mets ma tuque, mon manteau, mon foulard, je m'en vais sur la piste cyclable juste en arrière de l'université. J'ai dit, j'ai 1 heure devant moi, prends le soleil, mon grand, repose-toi la tête, tu es en train de capoter avec tes acétates. Je marche sur la piste cyclable. À un moment donné, s'en vient, puis je vous compte ça vrai comme c'est là, ça se peut pas. Vrai comme celui-là, là, s'en vient une madame en chaise roulante qui s'en vient sur la piste cyclable avec une chaise motorisée. Elle est corpulente, la madame, je la vois venir, puis j'entends juste le petit bruit du moteur, là, pas fort, puis elle s'en vient comme ça. Puis il fait beau, c'est une journée d'après-midi d'automne, il doit faire 15 degrés, j'ai le manteau ouvert.
Alors, quand elle passe devant moi, je souris puis je lui salue. Je la salue comme ça. Puis là, elle continue. Juste quand elle est rendue l'autre bord de moi, peut-être 15 pieds, j'entends cling. Cling, que c'est ça? Je me retourne de bord. Son appui-tête est tombé par terre avec la pièce qui tient l'appui-tête en arrière. Et cette madame-là, elle a besoin d'un appui-tête. Et dans sa chaise comme ça, à côté en arrière, avec cet appui-tête-là qui est vissé dans le dos de la chaise. Alors moi, je pars, je m'en vais. La grande différence, c'est entre vivre ça tout seul et vivre ça avec au moins un humain. Ça va-tu? Entre 1 et 0, maudite différence. Alors, elle est là, elle arrête sa chaise, je m'en vais la voir, et je ramasse l'appui-tête, puis ramasse une petite pièce de métal qui tient l'appui-tête. C'est comme une pièce pour tenir ça. Elle n'a pas tombé sur le meilleur mécanicien du monde. Le pire, technique, je suis zéro. Moi, si tu fais briser de quoi, demande-moi réparer. Alors, j'arrive avec l'appui-tête d'une main puis la pièce de métal, puis je commence à y parler, mais je ne suis pas brillant. J'y parle, mais elle est là. Moi, j'ai l'appui-tête de même, puis elle patente. Elle est assise, puis elle regarde par là. Là, elle me dit, ajuste-toi, mon homme, là. Ajuste-toi. Elle me dit ça dans ma tête, langage intérieur. Ajuste-toi, mon homme. Pas t'es rien qu'un tata, mais ajuste-toi, tu sais. Je me suis déplacé, puis je suis allé devant elle avec son appui-tête puis la pièce de métal, puis on a jasé. J'ai dit, madame, c'est ça qui est tombé. Ben, elle dit, je savais bien que ça va tomber. Mais j'ai dit, c'est ça qui tient ça, d'après moi. Elle dit, c'est sûrement ça, monsieur, qui tient ça. Ça fait du bien de validation. Je me suis dit peut-être qu'elle m'a fini ma carrière chez Home Depot. Mais en tout cas, je suis là, puis là, j'y montre ça. Mais elle dit, il y a une vis qui tient ça. Jusque-là, ça se tient, là. Son raisonnement se tient. Mais là, je me dis, la vis, toi, là, c'est une piste cyclable, toi, avec le gazon de chaque bord. Donnez-moi 30 secondes, madame, je fais un tour rapide du carré. Hein. Je pars avec son appui-tête, ma petite pièce, puis je cherche dans le gazon. Il passe du monde en vélo à pied. J'ai l'air d'un, je ne sais pas d'où j'arrive, moi, là. J'avais l'air quasiment d'une triplette en déroute. Puis là, finalement, je reviens, je dis à madame, j'ai pas trouvé la vis, madame, je n'ai pas la vis. Elle dit, monsieur, vous pouvez faire 2 choses pour moi. Moi, j'en voyais aucune, ça m'a fait de l'air. Elle dit, la première, est-ce que vous mettriez la petite pièce dans mon gant pour pas que je la perde? Oh, je me rappelle de ça, puis je vais m'en rappeler des années. Parce que là, elle tend sa main, elle a son petit gant, un petit gant de lainage blanc, là, puis là, je vais glisser la pièce de métal dans son gant. C'est un geste intime, proche, où elle tend sa main en confiance, comme un petit chat pour étendre le cou sans avoir peur de se faire mal dans la gorge. Là. Puis moi, je mets la petite pièce dans son gant comme ça. Puis après ça, mais je dis, puis elle dit la deuxième, elle dit l'appui-tête, si vous pouviez l'attacher après mon fauteuil pour pas que je le perde, puis je vais me rendre juste plus loin, je sais où avoir de l'aide. Là, elle définit mon rôle, c'est pas pire, tu sais, parce que moi, j'étais hors compétence rapidement. Alors, elle m'a défini un petit carré de rôle, mais je me dis, comment attacher un appui-tête sur une chaise de même? Je dis, madame, est-ce que vous avez quelque chose après cette chaise-là qui ressemblerait à une corde, un élastique, quelque chose? Elle me dit, monsieur, dans mon dos, là, il y a une espèce de ceinture élastique dont je ne me sers pas. Alors, regarde ça, ça dépasse des 2 bords, tu sais. Puis elle dit, peut-être. J'ai dit, sans doute. Et là, j'ai réussi à attacher son appui-tête avec ce cordon-là dans le dos de la chaise. Puis je lui ai dit, bonne journée, madame. Ça, c'est, madame, nous sommes de la même espèce humaine. La différence entre vous et moi, c'est une question de circonstance et de contexte. Vous suivez ça? Ça, c'est la rencontre on fait partie de la même espèce. Ça pourrait être moi, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être ma sœur. Mais là, c'est elle. Puis là, c'est moi qui est là. Ça va? J'ai appris par la vie qu'être aidant puis aider, là, ça ne prend pas grand-chose. Ça peut basculer assez vite, merci. Alors, quelque part, elle a repris son petit moteur, elle est repartie, puis je l'ai vu partir avec son siège, sa patente d'appui-tête qui branlait en arrière, mais bien attachée avec les élastiques. Et elle m'a habité la tête pour le restant de la semaine, jusqu'à ce que je vous en parle aujourd'hui. Ça va? Je ne sais pas où est-ce qu'elle roule aujourd'hui pendant qu'on est là. Mais ce que je peux vous dire quelque part, c'est que je me suis dit, quand ton confort tient à une vis dans ton dos, peut-être que ce n'est pas si loin du sort de beaucoup d'êtres humains et de moi y inclus.
qu'un confort, ça peut basculer. Des fois, par une petite vis qu'on perd, puis qu'on échappe, puis qu'on cherche dans le gazon un maudit bout avant de la retrouver. Ça va? Et les OCF, on est souvent en soutien à des moments où des gens aussi, pour quelques-uns, cherchent une petite vis pour l'appui-tête. Maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais c'est peut-être avec vous autres, je ne le ferai pas ailleurs, soyez convaincus, je ne veux pas ouvrir une nouvelle carrière. Je vais faire la clôture de la façon suivante pour moi-même. Je vais oser vous chanter quelque chose. Très brièvement, chanter quelque chose. Vous connaissez cette chanson-là sûrement. J'ai choisi juste 2 paragraphes parce qu'il me semble coller à quelque chose qu'on est en train de faire comme mouvement dans les OCF. Et quand j'ai pensé à chanter ça, je me suis dit, fais-le pas. Je me disais, non, tu ne le fais pas ou tu le fais. C'était avant que je cherche la petite vis, voyez-vous. Après que j'ai vu cette madame-là s'en aller avec la l'appui-tête attachée en arrière, je me suis dit, toi, là, si tu te freines de chanter, là, il te manque plus qu'une vis, mon grand. Alors, quand je suis arrivé hier, il y avait ma collègue et amie d'Agora qui était là, quand on était déguisés. Elle est arrivée, croyez-le ou non, moi qui avais le thème de l'effet papillon, elle est arrivée avec un masque de papillon. Comme ça. Alors, je vais le mettre. Puis, je vais vous chanter la chanson avec mon masque, ça va m'aider. Puis, ce que je peux faire, là, ce que j'aimerais, je ne sais pas si vous êtes prêts à le faire avec moi, mais je pourrais la chanter une première fois, mes 2 couplets, puis le deuxième coup, on le fait ensemble. Ça vous va? Ben, ça me ferait du bien, puis c'est un début de carrière, puis j'ai appelé Céline, mais elle est occupée, fait que je ne ferai pas la première partie au Centre Bell. Alors, on y va avec ça. Fait que je vous le chante. Puis comme je vous dis, soyez indulgents, mais je le chante comme un élan de tendresse qui va des enfants dont j'ai pu m'occuper, aux miens, puis à ceux dont vous vous occupez, puis à tous les parents. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié, une vue que je recouvre pour les sentiers égarés. On le fait une fois ensemble, ça vous va? Puis regardez le deuxième paragraphe, là. Ça, c'est le bout de l'espoir. C'est le bout qu'on est avec eux pour regarder en avant. Ça va-tu? C'est l'élan. Puis le premier bout, c'est peut-être des fois enjamber la honte, le difficile, l'histoire, l'exclusion pour quelques-uns. Ça va? On est là pour tous. Mais c'est pas vrai que le terrain est toujours égal pour chacun. Alors, on la chante ensemble à 1, à 2, à 3. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié, une vue que je recouvre pour les sentiers égarés. Merci. Merci. Grand merci.
Merci. Merci. Tu restes avec nous, tu restes avec nous. Prenez un grand respire. Après une conférence comme ça, il faut se laisser bercer. Un rappel. Un rappel de quoi? Un rappel de quoi? C'est pas un rappel de quoi? La chanson? Ensemble, on refait la chanson. On refait la chanson une fois? Ouais, on refait la chanson. Je vais rappeler Céline, je vais insister. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié, une vue que je recouvre pour les sentiers égarés. On prend tous la ligne droite, c'est plus court, oui, c'est plus court. On voit pas qu'elle est étroite, Il n'y a plus de place pour l'amour. Que je la découvre comme un oublié, une vue que je recouvre pour les sentiers égarés. Wow. Vous vous dites peut-être dans votre tête, mais comment je vais pouvoir rapporter tout ça à mon équipe? On est 200 membres de la Fédé. Les équipes ne sont pas ici au complet. Fait que je vous rassure tout de suite, il y a eu une captation vidéo. L'intégrale va être sur YouTube, va être sur le site de la Fédé. Et aussi, il y aura un découpage en petits clips, des moments forts, des moments essentiels. Ça fait que vous pourrez aussi, auprès de vos partenaires, recevoir un message à soutenir. Vous aurez un outil pour faire effet, un effet papillon. De toute façon, une conférence comme ça ne peut pas se faire sans vous. Vous m'imaginez chez nous faire ça tout seul avec la vidéo? C'est ce que je reçois, vous n'avez pas idée, hein, dans une salle comme ça. C'est ça qui fait que c'est possible. Ça ne se fait pas tout seul. C'est impossible. C'est impossible. Puis on continue la conversation. Il y a des micros dans la salle. On va faire une période réaction, commentaires, questions. Une vingtaine de minutes à peu près. Fait que je vous inviterai à prendre place si vous avez des mots à adresser à Jean-Pierre à la salle. On vous écoute. Nommez-vous, s'il vous plaît. Ah, on va activer les micros. Ça ne sera pas long. L'activer. Ah, le voilà. Oui. Anne-Lise Mercier de l'organisme Le Petit Répit. Je pense prendre ma retraite bientôt, mais j'ai une nouvelle carrière. Voudrais-tu que je sois ton manager? Je veux te dire merci du fond du cœur. On cherche quelqu'un pour la quincaillerie. Ah, c'est bon. Je veux te dire merci du fond du cœur, Jean-Pierre. Merci. Ça ranime le feu qui, des fois, est plus faible parce qu'on est dans l'action, parce qu'on est dans les exigences, parce qu'on a des fois jusque-là, parce que la tâche est lourde aussi. Et moi, je peux déjà dire que dans 2 ou 3 semaines, quand je réunis toute mon équipe, là, c'est ta conférence qui va prendre la place dans cet espace-là. Merci. Guylaine Lapolice, Carrefour familial du Richelieu et grande fan de toi. Écoute, je fais toujours les choses comme ils doivent, mais je peux t'assurer une chose, que cette année, sur mon rapport de centraide, où il y a toujours la question de l'évaluation, tu peux être sûr que je vais rajouter la définition de l'effet papillon pour justifier mes actions.
Stéphanie Leblanc, Maison des enfants Le Dauphin à Laval. Merci Jean-Pierre. J'aurais dit la même chose. Je vais juste rajouter, plus personnellement, puis pour l'équipe, merci d'avoir parlé des batailles de cornflakes, là, de mou, puis d'avoir dit « so what ». Des fois, l'impuissance, en tout cas, je sais qu'on vit beaucoup, puis on se fait tellement confronter, puis dire « qu'est-ce que ça donne, ce que vous faites, puis prouvez-le, puis on va avoir des cibles bientôt, il va falloir les atteindre ». Puis nous, en tout cas, comme directrice, on fait des demandes de subventions, puis on essaye de se battre là-dedans, puis de garder l'essence. Puis des fois, j'avoue que les genoux nous plient pas mal. Puis notre conviction aussi, parfois, faiblit. Puis ce matin, ce que je reçois, là, c'est... je suis très émue, ça me fait beaucoup de bien. Puis je n'ai pas d'autre mot qu'un gros, gros merci parce qu'on a besoin de ça pour continuer le combat. Désolée pour toute l'émotion, mais je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point c'est pertinent ce que tu nous as dit. Aussi banal que le « so what », les batailles de cornflakes, il y a des mots comme ça qui vont rester, qui vont nous porter. On accueille les tout-petits puis qu'on accueille les mamans. Je sais que beaucoup de personnes qui se sentent comme moi aussi, probablement. Fait que, en tout cas, j'avais besoin de le partager. Merci beaucoup. Bonjour, Chantal. Le micro vient de lâcher. Allô? Non. Oui, bonjour. Oui. Il vient de repartir. Je pense que je ne voulais pas m'entendre la révérence. Alors, Chantal Lamette, pour le ministère de l'Éducation, au volet parents de la maternelle 4 ans. Je viens de sortir du terrain. J'ai été 31 ans intervenante au service Passe-Partout dans ma commission scolaire. Ce que j'ai le goût de dire, je ne sais pas si, par ma position, je pourrais propager l'effet papillon dans les lieux scolaires. C'est mon plus grand souhait. Je travaille de concert avec beaucoup de collègues sur le terrain qui sont encore des intervenants Passe-Partout. Je donne de la formation aux intervenants parents du volet parents de la maternelle 4 ans. Pour les intervenants Passe-Partout, ça a toujours été important de ne pas travailler qu'avec les enfants, mais de travailler avec les parents. Et c'est grâce aux intervenants Passe-Partout de la province qu'il y a un volet parents de rattaché à la maternelle 4 ans. J'en suis très fière de ce que mes collègues ont fait. Alors, je souhaite propager la bonne nouvelle. Je suis très contente qu'il y ait une captation vidéo. Je me disais, c'est bête, j'aurais dû l'enregistrer toute l'avant-midi parce que je veux vous faire entendre tout dans mon cerveau qui divague. Alors, j'ai le goût de vous faire entendre Il y a une ressource qui s'en vient pour vous. Il y a une ressource qui s'en vient. Bon, merci. Un bâton de parole. Alors, ce sera C'est magnifique parce que tu es en train de nous parler de tout ton désir de faire entendre quelque chose. Alors, oui. Donc, je souhaite ardemment que ma voix ne soit pas coupée au ministère. J'entends... Oui, bravo. J'utiliserai toute ma conviction, ma foi, mon énergie, ma passion pour les parents, pour faire entendre votre voix du communautaire. Et je leur dirai qu'aux enseignantes particulièrement, qu'elles ne sont plus les seules à porter, elles ne sont pas les seules à porter les difficultés que les petits cocos peuvent vivre, mais qu'elles devront se tourner vers le communautaire pour être supportées dans la tâche colossale quand même que le monde de l'éducation a à relever aujourd'hui. Je tiens personnellement à remercier les gens d'Agora. C'est grâce à vous si je peux être ici aujourd'hui. Par votre invitation, c'est certain que je vais essayer de rayonner le plus possible dans mon milieu. Merci. Bonjour, Marie-Pierre Leblanc de la Maison des familles Chemin du Roi. Monsieur Gagné, j'avais beaucoup entendu parler de vous, mais je ne vous connaissais pas vraiment. Puis, je comprends maintenant. Je comprends qu'est-ce que ça représente de participer à une de vos conférences. C'est très inspirant et émouvant. Puis, je voulais tout simplement vous remercier puis vous dire que je vais faire mon possible pour amener tout ça à mes collègues. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Louise Bernier, Maison des familles de la Matapédia. J'ai aimé beaucoup la conférence. Je vais la comparer à l'appui-tête de la dame que tu as aidée.
Et la petite vis, même si tu disais qu'en dernier, tu ne le faisais pas toujours ou que dans ta carrière de chanteur, que tu voulais commencer ou que tu ne ferais pas, en tout cas, ça a été la chanson. Et ça nous a fait du bien. Après une longue traversée qu'on a faite ensemble cette semaine, pour moi, là, ça m'a enlevé toute la lourdeur de tout ce qu'on avait fait, le voyage, le déménagement de chambre qu'on a dû faire. C'était mon étoile de la journée et ça va être gravé dans mon cœur. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Layard d'avoir monté le micro pour ajuster. N'empêche que je me penche un peu. Avant d'arriver ici, la plupart, je ne vous connaissais pas du tout. Je me croyais isolé dans ma réalité. Aujourd'hui, j'ai rencontré Guylaine, Daniel, Lady Diane, Nathalie et plus encore. On est parti être des gens isolés. Maintenant, je rencontre des amis. Puis je crois que dans notre milieu, on fait la différence dans notre milieu. Mais aujourd'hui, ensemble, nous pouvons être solidaires et en faire beaucoup plus. Monsieur Jean-Pierre, vous avez apporté aujourd'hui, je crois, avec tous les gens de la Fédération, les gens de l'Agora, l'effet papillon suffisant afin de faire une transformation à la grandeur du Québec. Moi, je crois qu'aujourd'hui, que chacun devrait se lever. Oui, tout le monde arrière, même arrière, tout le monde, de se lever, de se regarder et de s'applaudir nous-mêmes dans nos efforts à travers notre épuisement. Merci tout le monde. C'est beau parce que ça émerge du groupe. Car vous le savez tout le monde, Je ne sais pas si on a là. Sinon, c'est un bon moment pour la pause. car vous savez tout le monde, les familles du Québec sont à la base de notre société, puis nous, on est le mortier qui saoule tout le monde. Donc, ensemble, les amis, continuons à travailler pour faire du Québec un milieu plus juste, plus solidaire et plus convivial pour les familles. Merci tout le monde. Bonjour, je suis Martine Gagnon de la Maison de la famille de Saint-François à Laval. C'est tout un petit peu personnel, là, mais écoutez, ça me fait tellement de bien ce que vous avez dit ce matin. Beaucoup de gens nous mettent des bâtons dans les roues. Oula! Bon. Tentent, puis je ne sais pas pourquoi, de nous empêcher d'atteindre justement cet effet-là qu'on tente de faire. Je voulais juste vous remercier. Moi, c'est venu me chercher vraiment droit au cœur, je pense que ça paraît. Mais fait que c'est ça, je tenais vraiment à vous remercier. Lynn Lambert, Maison de la famille de Granby Région. Merci Jean-Pierre. C'est pas la première fois que je t'entends et évidemment, je passerai mes journées, dont je vais en passer quelques-unes avec toi. Au-delà de ça, ce que j'apprécie beaucoup, à part l'émotion, à part évidemment ce côté où on repart rechargé à bloc, c'est la capacité qu'on regarde nos indicateurs et il faut faire attention de ne pas vouloir aller toujours dans des indicateurs très professionnels et de revenir à des indicateurs. Tu parlais tantôt, je me disais, indicateur câlin, indicateur regard bienveillant que cet enfant-là nous porte. Oui, on y porte, mais comme tu disais tantôt, quand ça se fait dans les deux sens, pourquoi est-ce que dans nos rapports annuels, on ne prend pas ces indicateurs-là et on essaie d'avoir des indicateurs qui parlent à nos partenaires? Et je me disais, oh, intéressant de regarder qu'est-ce qu'on pourrait, nous, inventer, répertorier, rechercher et à la limite valider, qui est autre que ce qu'on nous dit qui doit être validé, dans ce que nous, on croit qui est fondamental dans ce entre-parents-là. Merci beaucoup. Jean-Pierre, on te garde avec nous. On va tous prendre une pause, 10 minutes.